ennemis. Et au bout d'un moment, en fait, ils subissent une trahison eux-mêmes par, par Dogos. Et donc, du coup, ils se rendent compte, en fait, qu'ils sont pareils au final, quoi. Qu'ils en ont un peu marre, en fait, de, de subir, en fait, tout ce qu'ils ont fait subir aux autres et de subir, en fait, les ordres qu'ils reçoivent de Dogos, sachant qu'ils se rendent compte, en fait, qu'ils sont manipulés depuis le début. Et c'est un peu du spoil, hein, là, j'avoue. Mais oui, la vision en fait de l'amitié, elle est très importante parce que justement, ça permet de créer en fait la suite du tome 3. Parce que Tony, donc c'est un des derniers personnages, un des derniers héros en fait, qui est mentionné dans le livre. C'est le fils en fait de Black Swan. Et donc Tony en fait il réagit d'une façon de sorte en fait que en fait il pourrait pas vous raconter l'histoire si Black Swan et Sidious n'étaient pas amis. Euh, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en gros, les décisions que prennent les personnages dans mon roman, en fait, vont jouer pour la suite. La suite des événements sont liés en fait par rapport au choix des personnages qu'ont fait certains personnages dans mon roman, et que en gros, bah, si tout le roman n'avait pas été écrit comme ça, eh bien la personne qui vous parle en 4600 pardon, ne pourrait pas vous expliquer cette histoire, puisque son, ouais, c'est difficile de pas spoiler, hein. Mais oui, la trahison et l'amitié est très importante dans mon roman, parce que s'il n'y avait pas ça, je pourrais pas vous raconter l'histoire. Voilà, c'est compliqué à expliquer, hein. Ouh là là, hein. Très difficile les questions aujourd'hui. 25e question. Comment la découverte des nouvelles planètes affecte-t-elle la perception du monde et de l'univers par les personnages? Bah oui, ça c'est un truc de fou parce que à l'époque, en fait, les humains se doutaient, on va dire, qu'il pourrait y avoir des vies extraterrestres, qu'il pouvait y avoir dans notre univers, mais ils ne savaient pas s'ils étaient bons ou s'ils étaient mauvais. Donc c'est sûr que quand ils ont vu débarquer ces aliens, quand ils les ont vus débarquer du ciel, la façon dont ils ont débarqué, ils se sont dit, ok, eux, ils sont pas gentils. Donc là, ça a complètement chamboulé leur perception des choses, leur façon de voir le monde. Voilà, même si on avait déjà plus ou moins des idées, euh, ils étaient loin de se rendre compte que leur planète avait complètement changé, radicalement changé. Donc la perspective, enfin, la perception du monde par les humains de Braxville ou de la planète Terre de Braxville, enfin de la planète Terre en fait, c'est une perception qui est complètement nouvelle, hein. Jamais ils auraient pu imaginer que toutes ces histoires en fait allaient en découler, hein. Pas facile comme question. Alors bien sûr, il y a d'autres planètes hein, qui sont écrites dans mon roman, mais on va dire que dans le tome 1, je me concentre sur Xiron et la planète Terre. Il y a d'autres planètes, mais je ne détaille pas trop dessus, puisque j'en parle dans les autres tomes. 26e question. Quel est le rôle des secrets et des révélations dans le développement de l'intrigue? Eh ben, c'est très compliqué à expliquer, enfin à répondre à cette question, puisque justement, il y a les révélations en fait sont faites, elles ont été écrites de façon à ce que le lecteur reste scotché sur le livre pour qu'il puisse découvrir la suite. Et il sera au courant en fait de tous les secrets du roman, mais qu'à la fin. Voilà, donc n'achetez pas juste le troisième tome pour vous dire je veux connaître le début, parce que ça n'a aucun sens, mais en gros, voilà, l'histoire est construite de façon à ce que les lecteurs puissent être emmenés sur une trame narrative, une trame historique, et qu'à la fin, en fait, ils comprennent réellement pourquoi, en fait, pourquoi et comment, en fait, le roman a été écrit. Donc le développement de l'intrigue se fait tout au long des trois tomes, et les secrets, bien évidemment, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées, on va dire, et qui sont révélées après par la suite. Mais encore une fois, je ne peux pas spoiler trop. 27e question. Pouvez-vous expliquer l'importance de la communication interespèce et ses défis dans votre livre? Euh, Décidément, elles sont très difficiles les questions. Comment pouvez-vous expliquer l'importance de la communication interespèce?
Donc je suppose que tu parles de l'espèce xyronienne et alien et terrienne. Donc bah, j'ai envie de te dire, au début, ça se passe très mal, hein. Ça se passe très mal, ça communique pas vraiment bien. Il y a même des tensions qui se créent. Il y a des jalousies, il y a des trahisons, il y a des alliances qui se créent. Donc c'est sûr que la communication, elle est pas au beau fixe au début. Après, bien évidemment, je parle d'une adaptation des hommes par rapport au dogme alien. Et donc, voilà, on peut se rendre compte effectivement qu'il y a quand même une forme de communication qui s'installe, mais elle ne perdure pas, hein. C'est toujours très difficile pour les humains d'accepter en fait cette emprise alien, hein. 28e question. Comment le concept de leadership est-il redéfini dans votre univers? Le leadership, euh, il y a des leaders, d'accord, il y a des leaders qui soient bien ou qui soient mal, il y en a quelques-uns. Et j'essaye de décrire correctement, par exemple, Sidious, c'est un vrai leader qui sait manier ses troupes et et qui se bat en fait pour sa cause, pour la cause de Dogos, parce c'est un c'est un antagoniste lui aussi, mais qui est sous le joug de Dogos. Donc il est vraiment un leader à son image, quoi. Mais après, vous avez d'autres héros, d'autres personnages qui sont des héros, pardon, qui eux aussi sont des leaders et qui essaient de mener avec les moyens du bord. Par exemple, William Swan, selon moi, c'est un leader aussi, hein. Il a participé à des plus grandes armées de Braxville. Il a participé à de très nombreuses missions pour améliorer la qualité de vie des humains, même après la guerre, même pendant les prochaines guerres qui vont suivre. Donc oui, le concept de leadership, pour moi, il est très important puisque enfin ça montre à quel point en fait certains personnages sont très importants pour la construction de mon roman. 29e question. De quelle manière et les relations familiales sont-elles affectées par les événements cataclysmiques du livre? Eh bien là, c'est pareil, effectivement, je parle beaucoup de la famille des Swan parce que c'est une des grandes familles que je décris tout au long des 3 tomes. La relation, justement, familiale, elle est très importante. C'est une famille qui est très unie. Beaucoup sont des scientifiques, beaucoup sont des professeurs et ont des métiers assez importants qui ont des postes en fait qui permettent en fait d'améliorer la qualité de vie des Braxvillois. Mais on peut apercevoir aussi de temps en temps en fait qu'il y a des récits en fait dans mon livre qui expliquent la mort de certaines personnes, des Swan, par exemple Marie-Lise et Isidore, qui eux deux, je vais décrire un peu leur mort entre guillemets quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais expliquer en gros pourquoi ils sont morts et comment ils sont morts, et que ça crée quand même une tristesse infinie en fait chez les Swan et même au sein des Braxvillois, hein, puisque dans mon roman, Zildor et Marie-Lise sont des personnages très importants à Braxville. Ils ont participé à énormément de choses pour la construction la reconstruction de la ville, qu'elle soit sociale ou même structurelle, hein, voilà, ils ont participé à beaucoup de choses, à beaucoup d'associations et beaucoup de choses qui ont aidé les Braxvillois. Donc les relations familiales sont très importantes. D'ailleurs, ça me fait penser à Dogos. Dogos aussi, il a une construction, en fait, il a été décrit et construit d'une façon à avoir un lien aussi avec sa famille, qu'il a perdu sur Xiron, mais que voilà, il essaie de mettre en avant comment je peux dire, son pouvoir, sa façon d'être. Il veut, comment on dit déjà, mettre en avant en fait sa dominance, puisque la société xyronienne est une société guerrière, et que chaque maison en fait xyronienne en fait a un passé et donc a un stade, comment on dit déjà, en fait ils ont un rang, un statut social, plus en fait ils conquérissent de planètes ou plus ils conquérissent de terres, et plus ils ont un rang social élevé. Et donc du coup, voilà, vu que Dogos en fait a perdu sa famille, dû à une trahison, eh bien il essaye de remettre
sa famille au centre de la société xyronienne. Il veut les rendre fiers, quoi. C'est pas très clair, je trouve, hein. Mais bon, je fais ce que je peux. Dernière question, la 30e. Enfin, comment envisagez-vous l'évolution de votre univers littéraire dans le futur? Eh bien, sans vous dire la fin du livre, enfin du troisième tome, il y aura une suite, ça c'est sûr, et il y aura même des suites parallèles en fait, hein, pour expliquer, on va dire. Euh, Par exemple, il y a des personnages que j'aime beaucoup, dans lesquels j'ai accordé pas mal d'importance, dans lequel j'aimerais construire un petit livre d'une centaine de pages ou de 100 pages pour expliquer voilà, comment ça se passe de son côté dans la ville de Braxville, ou sur Xiron par exemple, ou même Kaelon par exemple, qui est un Xironien, mais que c'est un personnage qui est très intéressant, et que j'aimerais décrire un peu plus sa vie, de qui il a mené quand il était jeune, qu'est-ce que, pourquoi en fait il est devenu mentor de Dogos, expliquer un peu ce qu'il était en fait quand il était jeune, quoi. Voilà, il y a plusieurs personnages comme ça dans le livre que j'aimerais bien développer, mais dans d'autres livres en fait qui sont reliés au livre de Braxville, et ça pourrait effectivement, ça pourrait donner un peu plus de développement et de cohérence dans toute cette histoire en fait. Voilà. Euh, voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions en fait qui étaient possibles sur ce livre. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais là j'ai vraiment rejoint toutes les questions en fait qu'on m'avait posées. Il y en avait quasiment une soixantaine, hein. J'ai gardé, j'en ai gardé 60. Voilà, il y en a quelques-unes qui étaient très difficiles à répondre. Je pense que je me suis pas bien exprimé, mais j'ai fait ce que je pouvais. Comme je vous expliquais au début, je réponds aux questions sur le qui-vive. J'ai pas préparé les réponses. D'ailleurs, même les questions, je les lis, on va dire précisément avec vous, mais voilà, il n'y a pas de préparation. Donc c'est un exercice difficile. D'autant plus que là, ça fait quasiment 1 heure. Donc voilà, je vais vous laisser. On se revoit certainement pour le prochain article que je vais décrire en podcast. Si vous souhaitez, je peux vous donner d'ailleurs même tout de suite. Voilà, ça sera l'histoire de Rasselas, le prince d'Abyssinie, par Samuel Johnson. C'est un roman qui a été écrit en 1835. Enfin, c'est un conte philosophique avec des éléments utopiques. Donc voilà, je vous partagerai cette histoire dès demain. Voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit ou une très belle matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast. En tout cas, prenez soin de vous et force aux agriculteurs. Allez, au revoir. Ciao, ciao.